Lieutenant Ousseynou Ndiaye, commandant de la 52e compagnie des sapeurs-pompiers de Louga. Venons-en maintenant aux 3 marins sénégalais qui ont été pris en otage par des pirates nigérians au Gabon. Les faits ont eu lieu vendredi soir au large des côtes gabonaises. Ces marins travaillent dans une entreprise de pêche appelée Amergère. Leurs ravisseurs réclament une rançon. La marine gabonaise mène des opérations en mer pour mettre la main sur ces pirates. Nos compatriotes établis au Gabon interpellent les autorités sénégalaises. Écoutons à ce sujet le commandant Omar Pouye, un marin sénégalais joint par El Hadj Ndiogou Diène. Il y avait des ravisseurs, des pirates qui ont quitté au Nigeria pour venir ici attaquer l'un de nos navires ici dans les zones gabonaises. Donc c'est pas la première fois. Nous avons subi ça en 2020 et d'après les explications des matelots qui étaient à bord, ce sont les mêmes types qui sont venus faire la même chose. C'est pour cela qu'on interpelle l'État à venir en aide parce que les personnes qui sont là-bas, tous de nationalité sénégalaise, parmi eux, il y a 2 personnes qui sont un peu âgées et ils ne sont pas en bonne santé. Donc s'ils durent là-bas, c'est pas bon pour nous. Donc c'est pour cela que nous interpellons l'État à faire le maximum possible, d'appeler notre armateur, lui mettre des pressions et ensuite essayer de l'aider pour la rançon. Parce qu'en ce moment, nous savons qu'il y a des difficultés, la société se trouve dans une crise, donc nous avons besoin de l'aide de notre État concernant à ce problème. Parce que moi qui vous parle, je l'ai vécu en 2020. Ces gens-là sont des criminels et ils sont capables de tout faire. Et le problème, c'est la ration. Si l'argent vient rapidement, là, ils vont libérer les otages. Et si l'argent ne vient pas tôt, ils vont subir des tortures et aller jusqu'à des menaces de mort. D'après leur amiral, leur bateau vient de sortir au large en train de faire leur patrouille. Mais ça, là, on appelle ça médecin après la mort. Toujours, à chaque fois qu'il y a les problèmes, il attend jusqu'à que les gens rentrent au Nigeria pour sortir leur bateau. Ça aussi, vraiment, c'est quelque chose à déplorer. 12h05. 9 candidats à la migration irrégulière, ont été interpellés la nuit dernière par la gendarmerie de Joal au quartier Sanch 1. Il s'agit de 6 Guinéens et de 3 Sénégalais. Les candidats à l'immigration devaient se rendre à Differ pour rallier les îles Canaries. Un des convoyeurs a été arrêté. 33 Sénégalais bloqués depuis plusieurs mois au Niger sont en cours de rapatriement. Ils sont attendus en fin de journée à Dakar, mais 48 autres migrants restent toujours bloqués dans les camps de l'OIM au Niger. Anna Rocha. C'est le premier rapatriement de Sénégalais bloqués au Niger cette année. Selon l'ONG ADA, Action pour les droits humains et l'amitié, 33 sont en route depuis 5h30 ce matin à bord d'un vol qui a quitté Niamey à destination de Dakar. Ils attendent ce moment depuis des mois après avoir longtemps dénoncé des conditions de vie inhumaines. Après un long voyage, ils pourront donc fouler de nouveau le sol de leur pays. Mais 48 autres Sénégalais restent bloqués sur place entre le camp d'Assamaka et d'Arlit après avoir été refoulés par la Tunisie et l'Algérie. D'ailleurs, on apprend aussi que sur la 50aine de Sénégalais en situation irrégulière en Algérie, 20 ont été autorisés à rentrer chez eux par le gouvernement sénégalais. Leur rapatriement pourrait se faire dès le 12 février prochain. Plus de 60 000 Sénégalais ont rejoint les Canaries de façon clandestine en 2024, dont 58 000 par la mer, selon les chiffres de l'Association pour les droits humains et l'amitié. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Allons à présent à Bambey pour parler de cette affaire de saccage et d'incendie des écoles de la commune de Réfane. L'inspecteur de l'éducation et de la formation de Bambey annonce l'ouverture d'une enquête pour situer les responsabilités. Il invite la communauté à plus de collaboration avec le système éducatif pour le bénéfice des élèves. Papa Amadou Sidibé est au micro de Babacar Diouf. C'est qu'il y a une classe en abri provisoire qui a été brûlée par un inconnu. Et sur le champ, nous avons été sur les lieux pour nous entretenir avec l'ensemble des directeurs de la zone pour d'abord les rassurer et aussi leur apporter toute notre solidarité. Et sur la base du rapport établi par le directeur, nous avons informé les autorités administratives et académiques, en l'occurrence le préfet et l'inspecteur d'académie. Et ce qui est sûr, les services compétents seront activés
pour que la situation soit élucidée et les mesures idoines par rapport aux auteurs maintenant soient prises pour qu'un acte de ce genre, qui est d'une gravité extrême, ne se reproduise plus. Une rencontre sous l'égide du maire de la localité est envisagée. Ce sera une occasion pour rassembler tous les chefs de village, pour les sensibiliser, les informer, pour qu'à leur niveau aussi, ils développent des actions de sensibilisation pour que de tels actes vraiment ne se reproduisent plus. À Pikine, le collectif des enseignants diplômés du privé exige la suppression de la limite d'âge instaurée par le nouveau régime pour le recrutement des enseignants dans la fonction publique. Les enseignants très remontés contre les autorités étatiques menacent d'abandonner les classes et de boycotter la surveillance des examens du bac et du BFM. Ils annoncent également une marche nationale si l'État n'apporte pas de réponse à leurs revendications. Salamata Ousmane Diallo a assisté à leur point de presse à Yarar, compte rendu. Non à la limite d'âge. Telles sont les revendications mentionnées sur une grande pancarte. Les membres du collectif enseignants diplômés du privé réclament la suppression de la décision prise par l'État qui, selon eux, est discriminatoire. Fatou Fall, Madame Diassé, secrétaire générale du collectif. Nous disons que ce recrutement discriminatoire a déçu tous les enseignants détenteurs du CAP et du CAP, ayant plusieurs années d'expérience et d'expertise dans le privé. Ces brillants enseignants doivent être respectés et mis au même pied d'égalité que tous les serviteurs de la nation. Donc, nous, enseignants diplômés du privé, demandons la suppression immédiate et sans délai de la limite d'âge. Le Djoub Djoubal Djoubanti ne doit pas être un simple slogan pour ces braves instituteurs et institutrices. Et si leurs revendications ne sont pas prises en compte, ils prévoient de dérouler un plan d'action. C'est qu'on va d'abord vers nos guides religieux, expliquer notre situation. Nous prévoyons aussi de faire une grève de la faim si on n'est pas vraiment entendu, de boycotter la correction et la surveillance des examens tels que le CFE, le BFM. Une marche aussi n'est pas exclue. La secrétaire générale revient sur les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Monsieur le Premier ministre, dans le privé, nous subissons d'énormes injustices. Nous n'avons pas de salaire pendant les vacances, pas de congé maternité payé, pas de couverture médicale, pas d'allocation familiale. Dans ces conditions très difficiles, nous avons le courage de rester dans les classes et de nous présenter aux examens professionnels dans l'unique but de servir l'école publique sénégalaise. Composé de près de 1000 membres, le collectif des enseignants diplômés du privé exige sans délai la suppression de la limite d'âge afin qu'ils puissent servir dans la fonction publique. Salamatou Ousmane Diallo, Yarar, Radio Futur Média. Ajoutons la grève des syndicats d'enseignants à Sédhiou qui a causé une paralysie totale du système éducatif du préscolaire à l'élémentaire. En passant par le moyen et le secondaire, toutes les écoles ont fermé leurs portes à partir de 9h ce matin. Une grève totale est également prévue demain mercredi. Ces enseignants exigent la correction du problème des professeurs des SVT dans certains lycées de l'académie et le paiement des indemnités de surveillance du baccalauréat. Toujours au sujet du climat social, la coalition des centrales syndicales du Sénégal va organiser un rassemblement vendredi. Les organisations syndicales dénoncent ainsi les nombreux licenciements dans les entreprises et les violations des libertés des travailleurs. Cette coalition composée de la CNTS, de l'UNSAS, de la CNTS-FC, de la CSA et de l'UDTS appelle tous les travailleurs à la mobilisation. Écoutons à ce propos Pape Birama Diallo, un des responsables de l'UNSAS. Nous avons alerté à maintes reprises auprès des autorités, mais il me semble que nous ne sommes pas suffisamment entendus et les travailleurs continuent à être agressés. De multiples licenciements, des formes de violation des droits des travailleurs, le piétinement des libertés syndicales dans plusieurs secteurs d'activité. On a haussé le ton, on a été reçu par des autorités du pays, mais j'avoue très franchement, au bout du compte, nous ne sommes pas satisfaits. Raison pour laquelle la coalition des centrales syndicales de travailleurs du Sénégal, après réflexion, après avoir analysé la situation syndicale dans le monde et dans le pays, a pris cette fois la décision de
convier toutes les forces syndicales, toutes les forces vives syndicales de ce pays pour qu'ensemble nous puissions mouvoir, en tout cas un élan unitaire de solidarité pour faire face aux nombreuses agressions dont sont victimes les travailleuses et les travailleurs. Et nous avons pris rendez-vous le vendredi 7 février 2025 à partir de 15h à la Bourse du Travail Keur Madian, siège de la CNTS. À 12h, bientôt 14 minutes, évoquons la journée mondiale de lutte contre le cancer. La Société sénégalaise de cancérologie interpelle le ministre de la Santé pour le relèvement du plateau technique. Pour le vice-président de la SOSECAN, si rien n'est fait, le Sénégal, qui est déjà à 1000 cas, à 11 000 cas, va passer à 15 000 cas chaque année avec une mortalité de 10%. Professeur Moustapha Dieng, vice-président de la SOSECAN avec Salimata Aoua. En faisant un échantillon de près de 5000 personnes à travers le Sénégal, nous nous sommes rendus compte que nous avons, selon les régions, entre 15 et 25% de l'analphabète, ni à l'école arabe, ni à l'école française. Quel discours nous devons leur apporter? Nous n'avons pas la solution. Peut-être qu'ensemble, en unissant nos efforts, nous pourrons porter à ces populations le message pour qu'elles participent mieux à leur effort de santé dans la lutte contre le cancer. Et cet effort de communication n'est pas notre rôle. Nous sommes mal formés. Nous avons besoin des communicateurs. C'est leur rôle. Il faut qu'ils nous aident à accepter à ces médias, à des tarifs qui nous permettent de pouvoir passer des messages qui vont servir à la population. Voilà le rôle des sociétés savantes. Nous sommes là, même si nous sommes de l'autre côté au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, sachez que nous sommes avec vous parce que nous avons un pied au niveau du ministère de la Santé et que nous sommes prêts à participer de façon effective à la lutte contre le cancer. Ce cancer qui est un fléau des temps modernes, qui actuellement, nous sommes aux environs de 11 millions de nouveaux cas au Sénégal, 11 000 cas, mais nous allons passer à 15 000 cas avec une mortalité qui va être augmentée de 110% s'il n'y a pas une amélioration des plateaux techniques. Et on reparle de l'hôpital Aristide Le Dantec. L'infrastructure n'est toujours pas livrée. Le délai initial des travaux était fixé à 18 mois à partir de septembre 2022, mais jusqu'ici rien. L'information est verrouillée et même la commission médicale d'établissement n'est pas au courant. Le Fonds souverain d'investissement stratégique FONSIS, responsable du projet de reconstruction contacté par nos soins, promet à travers sa cellule de communication de nous revenir pour plus d'informations. Le point avec Awambaye. La commission médicale de l'hôpital Aristide Le Dantec se dit déçue. Aujourd'hui, il est impossible d'avoir une quelconque information sur l'évolution du chantier. Le professeur Alain Hassim Ndoye, le président de la CME, précise que la reconstruction de Le Dantec est faite sur la base d'un projet d'établissement. Ça veut dire que les praticiens, les médecins qui ont été les moteurs de ce projet d'établissement ont réfléchi sur le type d'hôpital qu'ils souhaitaient avoir. C'est que depuis qu'on est sorti de Le Dantec, soit le 16 août 2022, nous ne savons rien officiellement de ce qui se fait à Le Dantec. Il nous est arrivé de participer à une ou deux réunions où on nous a exposé théoriquement en fait ce qui était en train de se faire. Nous n'avons aucune nouvelle de Le Dantec. Même pas une visite sur le terrain. On n'a pas arrêté de réclamer une visite sur le terrain. On a écrit un courrier en fin août au ministère de la Santé qui nous a répondu qu'il était très prêt à travailler avec nous, etc., mais il n'y a eu aucune suite. Et il ne cache pas ses craintes par rapport au fonctionnement de l'hôpital une fois qu'il sera livré clé en main. La mise à niveau donc du personnel risque de prendre beaucoup de temps. Mais vous savez, on vous met dans une situation où on vous parachute dans un espace nouveau. Vous devez vous adapter. C'est ce qui est arrivé dans les hôpitaux comme Dalal. On vous met dans un espace que vous n'avez pas choisi. Un espace que vous ne savez pas faire fonctionner. Un espace où vous devrez réapprendre à exister dans cet espace. Or qu'on avait tout préparé. On avait même préparé pendant ces mois de fermeture le recyclage. C'est une occasion unique de recycler notre personnel, de les rendre encore plus performants, de leur apprendre ce qu'ils ne savent pas encore. Mais bon, tout ce temps a été perdu en valeur absolue. La nouvelle infrastructure devait être livrée après 18 mois de chantier à partir de septembre 2022. Mais ni la direction, ni la commission médicale d'établissement, encore moins le personnel, ne sont capables de donner des informations fiables sur cet hôpital.
Et puis un mot sur le pèlerinage au lieu saint de l'islam, édition 2025. Les inscriptions qui vont bon train, donc c'est l'assurance de la délégation générale au pèlerinage. Les voyagistes privés aussi sont sur la même ligne. Rien à signaler. L'innovation a salué cependant, selon les voyagistes privés qui devront convoyer 11 000 pèlerins, c'est l'ouverture de pôles régionaux dans certaines régions pour faciliter les enregistrements et amoindrir les difficultés. Nafissatou, c'est là. La plateforme du hangar des pèlerins est fonctionnelle officiellement depuis le 30 janvier, mais les procédures d'enrôlement ont débuté ce lundi 3 février. Et tout se passe bien, rien à signaler, nous confirme Hassan Ndiaye. Il est le premier délégué général adjoint au pèlerinage. Le Sénégal a 12 860 pèlerins, 1860 pour la délégation générale, 11 000 pour les voyagistes privés. Pour la journée d'hier, on a enrôlé 63 pèlerins parce que les médecins s'étaient mobilisés pour l'appel des Layènes. Mais aujourd'hui, on a convoqué 150 pèlerins et on va augmenter notre capacité d'accueil au fur et à mesure. D'ailleurs, d'autres sites sont ouverts à l'intérieur du pays, une innovation de taille. L'ouverture des guichets uniques dans les pôles régionaux, à savoir Saint-Louis, Ziguinchor, Diourbel et Tambacounda. L'idée est d'alléger la souffrance des pèlerins et de permettre d'effectuer toutes leurs formalités sans pour autant venir à Dakar. Une approche bien accueillie par les voyagistes privés. Aurey Thiam est la chargée de communication du Renofus. Ce qu'il faut remarquer et le saluer, c'est l'engagement de la délégation générale à travailler aux côtés des privés pour réussir cette édition. Depuis le début, nous sommes en train de travailler en parfaite intelligence et ça, c'est bien. Et aussi, il y a des innovations de taille comme l'ouverture des pôles régionaux pour la confection de passeports, le vaccin, etc. dans 5 pôles du Sénégal. Et aussi, le fait qu'on ait baissé le prix de la quittance du passeport, qui est passé de 20 000 à 2 000 francs aussi, c'est une bonne chose que nous apprécions. Cependant, elle met en garde ces Sénégalais qui aiment tout faire à la dernière minute. Ça risque d'être très court parce que ça se termine le 5 mars et les paiements doivent être faits ce 14 février. Donc, il y a cette tension sur le calendrier qui fait que les Sénégalais doivent vite se mobiliser bien avant le Ramadan pour pouvoir effectuer toutes leurs formalités pour le Hajj 2025. Tout ce qui nous inquiète, c'est la lenteur dans les procédures parce que les Sénégalais s'inscrivent tardivement pour le Hajj et là, les Saoudiens ont changé le calendrier. Il faut tout payer avant le 14 février, ce qui fait que les délais sont très courts et nous invitons les Sénégalais à se mobiliser rapidement pour que les formalités puissent se terminer avant les dates indiquées. Toutefois, la délégation générale au pèlerinage reste ouverte et souligne que les activités d'enrôlement se feront dans les meilleures conditions. RFM. L'actualité internationale. Le journal international avec vous, Georges Détié-Diop. Bonjour. Bonjour, Souleymane. La crise en RDC, cessez-le-feu à Goma aux mains du M23. Une trêve humanitaire à partir de ce mardi, elle est décrétée par le mouvement rebelle au moment où la communauté internationale se mobilise. Boubacar Diank. Dans un communiqué publié lundi, l'Alliance Fleuve Congo AFC M23 a annoncé un cessez-le-feu unilatéral prenant effet ce 4 février 2025, invoquant des raisons humanitaires. Cette annonce intervient dans un contexte d'intense activité diplomatique marqué par la condamnation ferme du G7 de l'offensive du M23 soutenue par le Rwanda et la capture de plusieurs villes stratégiques. Les ministres des Affaires étrangères du G7 et le haut représentant de l'Union européenne dénoncent la prise de Goma et appellent à la cessation immédiate des hostilités. En outre, ils exhortent toutes les parties à revenir à la table des négociations et à honorer leurs engagements dans le cadre du processus de Luanda, demandant dans la même veine au M23 de se retirer de toutes les zones contrôlées. Le groupe armé, qui dément toute intention de prendre Bukavu, capitale du sud de Kivu, accuse les forces armées congolaises de bombardements sur les zones libérées depuis l'aéroport de Kavumu et demande le retrait de la force régionale SAMIDRC. Cette annonce survient alors que la situation humanitaire ne cesse de se dégrader
Niger avec, selon l'OCHA, 900 morts et près de 2880 blessés dans les récents combats à Goma. Face à cette crise, les initiatives diplomatiques se multiplient entre médiation religieuse à Kinshasa et préparation d'un sommet régional à Dar es Salaam. Justement, le Kenya qui annonce la tenue d'un sommet conjoint de la communauté des États de l'Afrique de l'Est et de la communauté de développement de l'Afrique australe vendredi et samedi à Dar es Salaam en Tanzanie. Dans un communiqué, le Kenya qui assure la présidence de l'EAC précise que les présidents rwandais et congolais Paul Kagame et Félix Tshisekedi vont prendre part à cette rencontre. Et puis noter la réunion extraordinaire du Conseil des droits de l'homme de l'ONU vendredi sur la situation en République démocratique du Congo. En Côte d'Ivoire, reprise hier du procès en appel de l'attentat de Grand Bassam. Il doit se poursuivre demain jeudi. L'audience a été reportée sine die dès son ouverture en mai dernier en raison de l'absence d'avocats pour les accusés. En première instance, le 28 décembre 2022, 4 des 10 accusés avaient été condamnés à une peine de prison à vie par la cour d'assises d'Abidjan pour avoir hébergé les terroristes présumés, fait du repérage et convoyé des armes, des accusations rejetées en bloc. Les autres sont en fuite ou détenus au Mali. L'attaque perpétrée en mars 2016 avait fait 19 morts et 33 blessés. Elle avait été revendiquée par AQMI. Opération sécuritaire entre le Maroc et l'Espagne, la garde civile et la DGST ont démantelé une cellule terroriste. Les faits remontent à juillet dernier, mais c'est hier seulement qu'ils ont été rendus publics à travers un communiqué de l'agence de surveillance du territoire marocain. Selon APANIUS, la coopération entre les deux pays a permis de mettre hors d'état de nuire un groupe de jeunes ayant suivi le processus de radicalisation dans les postulats de l'organisation État islamique. Selon un communiqué, la garde civile espagnole, en coordination avec l'agence de surveillance du territoire marocain, a démantelé un groupe extrémiste de 7 membres liés à l'État islamique. Les autorités ont arrêté 3 suspects dans la province de Tolède, dans le centre sur la base des renseignements de la DGTS concernant des individus à un stade avancé de radicalisation. L'opération, qui a débuté fin 2023, a révélé qu'un suspect diffusé de la propagande djihadiste partagée sur les réseaux sociaux par plusieurs abonnés, dont un mineur qui a été également arrêté. Le document précise que les perquisitions ont permis la saisie de matériel multimédia faisant la promotion des organisations terroristes avec des actes violents, notamment des attentats suicides. Avec le soutien de la DGTS, les opérations ont été menées sous la supervision du tribunal central d'enquête en coordination avec le ministère public et Europol pour démanteler les réseaux de radicalisation et prévenir d'éventuelles menaces terroristes. Et puis, proche de chez nous, saisie record de pilules d'ecstasy à l'aéroport de Banjul en Gambie. Plus de 120 000 comprimés, 128 745 plus exactement. La drogue de synthèse était dissimulée dans des bagages du trafiquant, un ressortissant gambien, détenteur d'un titre de séjour espagnol. Le suspect a été placé sous surveillance dès son arrivée à bord d'un vol SN Brussels Airlines. Il se serait rendu d'abord à Amsterdam depuis Barcelone pour récupérer la marchandise, avant de rejoindre Banjul via Bruxelles pour une récompense de 10 000 €. Au Moyen-Orient, pour terminer, 2 soldats israéliens tués ce mardi à un poste militaire en Cisjordanie occupé par un tireur embusqué. En outre, 2 réservistes ont été grièvement blessés et 6 autres légèrement. Annonce de l'armée israélienne qui ajoute avoir tué un terroriste qui faisait feu sur un poste militaire à Tayassir, à l'est de Jénin. Le journal international à l'instant, Georges Détidiop, merci. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Dans notre rubrique Point de vue, dans une dizaine de minutes, nous débattrons du nécessaire repositionnement du Sénégal après les derniers développements géopolitiques dans le monde, notamment l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Comment assurer l'autosuffisance et la souveraineté dans ce nouveau contexte international pour le Sénégal? Pour répondre à cette question, nous serons avec le professeur Amath Ndiaye, économiste enseignant à la FASEG, la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, et El Hadj Mansour Samb, économiste et écrivain.
Avant cela, le journal des sports. Malal Junior Diagne, bonjour. Bonjour Souleymane. Football local pour commencer. Pire veut avoir une place dans l'élite. Dans l'élite, une place au soleil, c'est ce que veut l'Union sportive de Pire, avec des dirigeants qui invitent les autorités locales, municipales, mais également les autorités du football à les assister pour mettre sur place une équipe forte avec les moyens afin de jouer les premiers rôles dans la région de Thiès et au niveau national. Cheikh Anta Diop. Pire, réputée être une localité pourvoyeuse de grands footballeurs, ici, les dirigeants du football dénoncent le manque de moyens et le football de Pire est en crise. Lamine Ndiaye, entraîneur de Pire Academy Football. Oui, le football va mal. Pire, oui. Même c'est partout dans le département même. Ici, au lieu de penser aux jeunes, ils pensent surtout sur les navétanes parce que c'est plus populaire. Il y a beaucoup de monde, surtout parce que ce sont surtout des politiciens qui font ça. Comme ici à Pire, nous avons un club qu'on appelle l'IS Pire, l'Union sportive de Pire, qui évolue en championnat régional. Le travail se fait à la base. Les Pirois l'ont bien compris et ont misé sur les écoles de football pour dénicher de jeunes talents. Bounama Thiam, le président du cadre patriotique pour l'alternative et la citoyenneté de Pire. Parce que nous avons choisi de parrainer la petite catégorie. Le football, c'est à la base. Il faut former les jeunes, leur enseigner les fondamentaux du football pour que demain, qu'ils puissent être de grands joueurs. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons misé sur la petite catégorie de Pire. Notamment, aujourd'hui, nous avons 4 écoles de football et 2 finales à jouer. Pire, des footballeurs sont recrutés. Actuellement, ils intègrent les équipes nationales de football U13, U14 et U15. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Abdoulaye Ndiaye et Abdoulaye Sima de Brest en pleine forme et sous les rampes de lumière. Ah oui, les deux Abdoulaye de Brest, les deux Sénégalais qui brillent actuellement en France, mais également en Ligue des Champions, ce qui pousse Talafal, responsable de la communication de Génération Foot et consultant au groupe Futur Média, a invité le nouveau sélectionneur du Sénégal à laisser une attention particulière, à accorder une attention particulière à ces deux joueurs qui peuvent valoir bien de satisfaction au Sénégal et à la sélection. Talafal que nous avons joint ce matin. Ce sont deux Sénégalais actuellement qui évoluent à Brest et qui jouent la Ligue des Champions, comme tu l'as si bien dit, mais dont on parle peu au Sénégal. Et pourtant, ils font un bon parcours et ils ont même été la surprise du chef dans leur groupe en Ligue des Champions. Ce sont des garçons qui sont là, qui jouent et qui sont prétendants en équipe nationale A et dont on aimerait bien connaître le profil, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter au groupe, et là, on va vers des échéances quand même assez cruciales et on devrait pouvoir compter sur eux parce qu'ils jouent quand même la Ligue des Champions et ils font de très belles prestations. Donc ce sont des Sénégalais plutôt qui ont un bon parcours aujourd'hui et qui méritent au moins beaucoup plus d'attention. Alors, Simon, on l'a déjà vu, on sait que c'est un attaquant qui répond présent lors des grands événements, mais le jeune défenseur central qui est en train également de réaliser une très bonne saison est une pièce qu'il faut enrôler vite en équipe nationale pour assurer la relève. Tout à fait, il a déjà eu une convocation, il est déjà connu au bataillon, et donc là, c'est à nous de penser à la relève. Donc pour moi, aujourd'hui, il est important de se projeter vers l'avenir en se disant qu'on a des garçons qui sont là, qui jouent en Ligue des Champions. Ce jeune-là, je pense que c'est un garçon prometteur. C'est pourquoi aujourd'hui, il est titulaire à son poste. C'est ce qui devrait pousser Pape Thiaw à aller le voir, qui pourra apporter à la défense centrale. On connaît déjà Kalidou Koulibaly, mais aujourd'hui, il tend vers la retraite internationale. Voilà, maintenant, il faut penser à ces jeunes Ndiaye. Abdoulaye Ndiaye et Abdoulaye Sima en forme et sous les feux de la rampe pour être plus exact. Je voulais récupérer et vous faire une passe décisive. N'est-ce pas? Merci, Malal Junior Diagne. La revue de presse avec Mohamed Ali Mouba. Bonjour. À la une, Donald Trump ferme le robinet du MCA. Trump frappe au portefeuille de Diomaye Sonko, perte sèche de plusieurs milliards de francs CFA. Pour Tribune, ça se complique encore pour le nouveau régime, car c'est pas moins de 316 milliards de francs CFA de perdus avec ce programme américain qui a été arrêté. Sud Quotidien relève que le MCA fait donc partie du lot des programmes impactés par le gel de l'aide publique américaine décidé
par le nouveau président des États-Unis. Pour enquête, l'effet domino touche plusieurs secteurs, la sécurité, l'électricité, l'industrie extractive, la santé, plusieurs secteurs donc touchés par la suspension de l'aide américaine. Les travailleurs dans ce grand projet ne savent plus où donner de la tête. Sur ça parle de coups durs pour notre électricité. Le journal Le Quotidien trouve que le Sénégal est dans le noir. Le Premier ministre qui accuse le coup déclare que l'on ne peut compter désormais que sur soi. Souverainisme quand tu nous tiens. Le journal rappelle que c'est ce même gouvernement quand même qui exporte de la main-d'œuvre en Europe, l'Espagne essentiellement. Commentaire de sucré salé. Trump menace les MCA et d'autres projets. Notre Premier ministre veut en profiter pour faire la promotion de son souverainisme. L'initiative est très bonne et elle serait encore plus louable s'il nous montrait de manière pratique le moyen de nous passer de l'aide étrangère. Après tout, quand Ousmane Sonko était dans l'opposition, ne nous avait-il pas esquissé des solutions, s'interroge le commentateur. En tout cas, on se demande pourquoi aujourd'hui il semble avoir tant de peine à les mettre en œuvre. Ou alors il a pu se rendre compte qu'elles étaient probablement erronées, ces fameuses solutions à nos problèmes de développement. En attendant d'en savoir davantage sur ce qui nous bloque, focus sur la levée de l'immunité parlementaire de Amadou Ba. Le journal Source qui donne la nouvelle note que le procureur de la République a saisi les autorités compétentes pour ce faire. Amadou Ba et ses soutiens s'organisent pour faire face. Une rencontre est prévue aujourd'hui à la permanence de la nouvelle responsabilité pour examiner la situation nationale et tenir tête aux nouvelles autorités. Nous reparlons du dossier de l'indemnisation des victimes, dit-on, des violences politiques. Mimi Touré qui rejoint le concert des protestations. Selon Le Quotidien, Mimi demande à la justice d'aller au-delà de cette indemnisation ou de cette assistance, que justice soit faite pour que les victimes soient connues. Le député Mbayon dénonce de son côté une prime à la casse. Titre du journal Source, le dossier de l'assistance des victimes divise le Parlement. Retour à présent sur l'intrusion au domicile de la mère de Ousmane Sonko. Nouvelle arrestation à Ziguinchor. Le journal Observateur relève que celui qui a ouvert la porte de la maison à l'agresseur a été appréhendé, placé en garde à vue lui aussi. Le principal mis en cause, Ahmed Ndiaye, agent d'Ecotra, a été sous l'emprise de l'alcool. Le journal Sosa relève qu'Ecotra est monté au créneau pour apporter des éclaircissements sur Ahmed Ndiaye, un de ses agents qui a été appréhendé au domicile d'Ousmane Sonko. Bonne nuit à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. À 12h35, bienvenue dans notre rubrique Point de vue. Nous allons parler des derniers développements géopolitiques intervenus dans le monde, notamment l'élection de Donald Trump aux États-Unis et les conséquences des décrets qu'il a pris ces derniers jours. Comment le Sénégal peut-il assurer l'autosuffisance et la souveraineté dans plusieurs domaines dans ce nouveau contexte international? Pour en parler, nous sommes en ligne et en direct avec le professeur Amat Ndiaye, économiste, enseignant à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Professeur Ndiaye, bonjour. Bonjour, M. Nia. Également en ligne, El Haj Mansour Samb, économiste et écrivain. Bonjour, M. Samb. Bonjour, M. Nia. Bonjour. Alors, je vais commencer avec vous, professeur Amat Ndiaye. On l'a vu, l'arrêt de toute coopération, de toute aide au développement décrété par le président Donald Trump, en tout cas la suspension pour 3 mois de cette aide au développement et d'autres décisions prises par les États-Unis, notamment l'annonce de la suppression prochaine de l'USAID. Ce sont des développements majeurs avec l'effet domino que cela dans d'autres parties du monde. En ce qui concerne le Sénégal, est-ce que cela remet en question les hypothèses de base à partir desquelles on a élaboré l'agenda de transformation nationale et basé la vision 2050 des nouvelles autorités, notamment en matière de souveraineté et d'autosuffisance, ou est-ce pour vous une validation, une confirmation de cette vision-là? Merci beaucoup. D'abord, je commencerai par dire quelque chose. Actuellement, le populisme est en vogue. Vous avez le populisme au nord, vous avez le populisme au sud. Le populisme au nord, c'est celui de Trump. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce monde d'aujourd'hui,
depuis très longtemps, le multilatéralisme est en vogue. On ne peut pas utiliser le multilatéralisme. Chaque pays a besoin de son voisin, bien de notre pays. Parce que le monde est ainsi fait. Nous sommes un village planétaire. Donc, Trump vient d'arriver au pouvoir. Donc, il est là sur des grandes idées il veut tout pour l'Amérique. L'Amérique d'abord, mais on va voir. Je sais qu'il va rétropédaler. C'est sûr qu'il va rétropédaler. Parce que aussi, quand vous mordez quelqu'un, vous rappelez qu'il a des dents. Parce que si vous faites du protectionnisme, les autres vont faire du protectionnisme. La sagesse Wolof. Hein? Et c'est ce que dit la sagesse Wolof ou sénégalaise? C'est une sagesse Wolof ou sénégalaise. Donc, si vous mordez quelqu'un, donc les autres vont riposter. Chaque pays a besoin de nous, chaque État a besoin de nous. Il y a des intérêts en jeu, il y a beaucoup d'intérêts en jeu. Donc, ce qui se passe maintenant, l'Afrique et le Sénégal, nous, on doit prendre en compte cette nouvelle donne. On doit prendre cette donne, mais il n'y a rien, il n'y a pas de quoi... Pour vous, il n'y a pas de quoi fouetter un chat, il ne faut pas remettre en question les postulats. Pas du tout, parce que si ce n'est pas l'Amérique, c'est la Chine, c'est les Suédois, c'est les autres, il faut changer, je veux dire, la coopération, c'est tout. Un partenaire qui commence qui ne fait plus les choses. Mais on le change, c'est tout. Hein. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et c'est comme ça que ça va se passer. Ce préalable étant posé, vous avez entendu la réaction du Premier ministre hier. Vous disiez qu'il y avait du populisme au nord autant qu'il y en a au sud. Est-ce donc pertinent pour nos autorités de prendre prétexte de cette nouvelle situation que vous considérez comme transitoire et temporaire pour justement changer de discours ou changer de politique, d'après vous? Donc, ça, en quoi il change de politique? Moi, je ne vois pas fondamentalement une raison pour changer de politique. Il faut faire cap sur la vision 2050. Mais cette vision de 2050-là, voilà, si c'est le Sénégal souverain, prospère et juste, je rappelle le slogan. Hein? Bon, ben, ça, c'est un slogan. Moi, je suis parmi ceux qui n'aiment pas ce slogan-là de souveraineté. Parce que, comme je viens de dire, nous sommes dans un monde globalisé. C'est ça. Vous avez chaque État, chaque nation a besoin d'un autre État et d'une autre nation. Donc, souverain, tout le monde est souverain. Parce que c'est nous qui décidons de ce que nous voulons. Donc, à partir de ce moment-là, il n'y a pas de changer de cap. On ne change pas de cap. On garde la vision 2050. Mais si un partenaire ne veut plus jouer le jeu, on met un autre partenaire. Et c'est tout. D'accord. El Hadj Mansour Samb, vous, que vous inspire justement ces développements et la réaction ou le début de réaction qu'on a entendu hier de la bouche du Premier ministre qui, partant de cette nouvelle situation, réitère que nous ne devons compter que sur nous-mêmes pour assurer notre développement, notamment à travers les différentes souverainetés qui ont été évoquées, alimentaires, économiques, pharmaceutiques, numériques, etc. et l'autosuffisance. Est-ce que d'abord vous partagez l'analyse du professeur Amath Ndiaye, c'est-à-dire que Trump va revenir à de meilleurs sentiments et qu'il n'y a pas de quoi peut-être revoir les fondamentaux de notre modèle de développement nouveau? Vous savez, aujourd'hui nous allons aller vers un monde où les ressources seront de plus en plus rares. Ça, tout le monde le sait. Avec les changements climatiques, les ressources vont être de plus en plus rares dans ce monde. Et aujourd'hui, tous les pays doivent se préparer à ça. Tous les pays doivent se préparer à ça. La première mesure économique du président Trump, c'est de taxer les importations, que ce soit canadiennes, les importations mexicaines à 25% et 10% supplémentaires sur les importations chinoises. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, Trump veut armer son économie. Parce qu'il dit que les importations, ça tue des emplois. Quand des gens importent les États-Unis, ça dit que ça tue des emplois. Pourquoi? Parce que ce sont des importations qui pouvaient être produites aux États-Unis. Et aujourd'hui, c'est ce que Trump veut faire. N'oublions jamais que Trump, c'est à cause de la Covid qu'il a perdu les élections. Même s'il a accordé 30 jours, autant au Mexique qu'au Canada, pour apporter certains ajustements avant l'application de cette sanction, entre guillemets. Mais ce qui est important, c'est l'état d'esprit de Trump. Aujourd'hui, comment Trump veut gouverner les États-Unis dans ce monde? Par la force, à l'évidence. L'objectif, c'est quoi? C'est de sécuriser les États-Unis. L'objectif, c'est quoi? C'est America First.
c'est comment faire pour conserver les emplois aux États-Unis. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est de conserver les emplois aux États-Unis. Le problème, c'est de créer le plein emploi aux États-Unis. Le problème, c'est de lutter contre le chômage. Pourquoi? Mais comment nous, au Sénégal, et plus généralement les pays de l'Afrique, devons-nous nous ajuster par rapport à cette nouvelle donne, si tant est qu'elle soit durable et, et sincère? Aujourd'hui, un pays comme le Sénégal doit se préparer à ça. Heureusement que dans l'agenda 2050, la clé de voûte, c'est quoi? C'est la souveraineté. Tout le monde sait que le projet de PASTEF, c'est de créer un Sénégal souverain. C'est-à-dire, comme ils le disent, c'est important cet état d'esprit, comme je le dis, parce que nous allons vers un monde qui n'est plus fait économiquement, vers un monde où les ressources seront de plus en plus rares. Et aujourd'hui, il faut que les pays se battent pour leur propre autosuffisance, que ça soit alimentaire, autosuffisance dans tous les domaines. Ce qui est dangereux pour un pays comme exemple, imaginez un pays comme le Canada, dont 75% de ses exportations, c'est vers les États-Unis. Ça, c'est une situation très dangereuse. Aujourd'hui, ce qui est dangereux pour un pays comme le Sénégal, c'est une économie qui dépend de l'étranger aujourd'hui. On a ce qu'on appelle une économie d'importation. Aujourd'hui, plus de 70% de ce que nous consommons, 70% de nos équipements sont importés. Et ça, c'est très dangereux pour une économie. Il suffit qu'il y ait une inflation importée au niveau mondial pour que ça se répercute chez nous. Et aujourd'hui, il faut que nous préparions notre économie à être vraiment une économie souveraine, une économie qui produit pour elle-même et qui consomme pour elle-même. C'est important. C'est le moment d'aller vers ce qu'on appelle l'autosuffisance en riz, l'autosuffisance en huile. Essayer de créer une politique d'autosuffisance nationale. Aujourd'hui, le premier projet qui est menacé, c'est le MCA. C'est quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les États-Unis ont mis plus de 300 milliards pour vraiment une politique d'électrification au niveau du transport et au niveau de la distribution. Oui, mais selon nos informations, quand même, les MCA, il ne reste plus que quelques mois avant la fin du programme et plus de 90% du budget a été exécuté. Mais bon, ce sont des choses qu'on pourra vérifier. Il semble quand même que le Sénégal soit plus exposé par rapport au programme Government to Government entre l'USAID et l'État du Sénégal. Mais ça aussi, c'est des choses à voir. Je reviens à vous tout à l'heure pour peut-être développer un peu plus sur les stratégies d'autosuffisance et de souveraineté. Et là-dessus, professeur Amat Ndiaye, on vous a bien compris, hein, les États ne peuvent pas évoluer en autarcie. On dépend nolens volens des autres, notamment en termes de chaîne de valeur et de chaîne d'approvisionnement. Mais est-ce qu'il y a des marges quand même, des secteurs, des atouts dont disposent nos pays, des domaines dans lesquels on peut quand même faire un travail pour assurer quand même un certain niveau d'approvisionnement de notre marché par nous-mêmes, même si on ne cherche pas à être autosuffisant dans tous les domaines? Bon, c'est une question très complexe, la question de la souveraineté. Il ne faut pas que les gens fassent la confusion entre souveraineté et... d'ailleurs, moi, la souveraineté économique, je ne sais pas ce que ça veut dire. Vraiment, moi, ça me pose problème en tant qu'économiste. Parce qu'on ne peut pas vivre en autarcie. Il n'y a aucun pays au monde qui peut dire que, voilà, moi, je vais tout produire pour moi-même. Mais ce n'est pas possible. Parce que dans la production, le processus de production aussi, il y a des productions dans lesquelles vous êtes efficace, dans lesquelles vous avez des avantages comparatifs. Il faut tenir compte de tout ça. Donc, si moi, je dois produire un produit et que ça me coûte énormément cher, imaginez que le Sénégal dise que, voilà, maintenant, je ne vais plus importer des voitures. Est-ce que c'est possible? Nous allons produire des voitures. Nous pouvons produire des voitures au Sénégal. Vous savez, on veut le faire techniquement. Mais ça va coûter combien? Est-ce que c'est rationnel? Donc, il y a cette question de rationalité économique qu'il faut tenir en compte dans tout ce qu'on ne peut pas vivre en autarcie. Maintenant, il faut sécuriser. Bien qu'on ne puisse pas vivre en autarcie, il faut sécuriser nos approvisionnements. Mais sécuriser les approvisionnements, ça se fait en termes d'alliance internationale. C'est à travers les partenaires économiques que vous sécurisez. Je dis, je peux sécuriser maintenant, par exemple, notre agriculture, notre approvisionnement en produits vivants, en disant, par exemple, voilà, au niveau de l'UEMOA, on va le faire. Au niveau de la CEDEAO, on le fait. Donc, oui, c'est en développement et c'est concentré. Donc, c'est possible. Donc, mais, je vous dis, il y a la question économique de la rationalité, mais la question de la sécurité. Mais la sécurité d'un pays, ça ne dépend pas uniquement du pays en question. Donc, vous avez des partenaires, vous avez des alliances. Est-ce qu'il faut envisager peut-être une approche plus régionale que nationale, individuelle,
Est-ce qu'il y a peut-être des marges de manœuvre plus larges à ce niveau-là? Justement, avec le populisme au nord aujourd'hui, le même populisme maroc. Donc les Africains aujourd'hui doivent prendre. Pour moi, le Trump, ça doit être un déclic pour nous, pour les Africains. Ça va être un déclic pour dire que voilà, l'Afrique maintenant doit se réveiller, l'Afrique doit vraiment renforcer sa dynamique d'intégration économique, ensuite politique. C'est ça en fait. Malheureusement, pendant que toutes les autres parties du monde justement évoluent dans ce sens-là, l'Afrique est plus divisée que jamais avec des guerres et des crises régionales, ce qui est dommage. Alors, je termine avec vous, El Hadj Mansour Samb, pour dégager un peu les perspectives. Aujourd'hui, il est très très difficile de planifier au-delà de l'année ou des 3 ans, a fortiori les 5 ans, et encore moins planifier sur 10, 20, 30 ans. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire dans le court terme et éventuellement dans le moyen terme pour s'assurer qu'on est moins vulnérable et qu'on intègre toutes les possibilités dans les mois et dans les années à venir, puisqu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, notamment avec des autorités, des personnalités aussi imprévisibles que Donald Trump? C'est ça. Aujourd'hui, la décision de Donald Trump peut être un déclic pour le Sénégal. Ça ne va pas trop nous impacter, parce que quand tu vas le commerce extérieur sénégalais, ça dit que ce n'est pas vraiment important avec le Nord, avec l'Amérique du Nord. Si c'était aujourd'hui des chamboulements qui se passent en Asie du Sud-Est, ça pourrait un peu nous impacter, parce que vraiment, beaucoup de nos importations viennent d'Asie, que ce soit le riz, que ce soit les équipements en Chine. Maintenant, en termes de perspective, il faut se préparer, comme je l'ai dit, au monde de demain. Le monde de demain, c'est quoi? C'est un monde de rareté. Tout le monde sait que la rareté est vraiment fondamentale de l'économie. C'est la rareté qui crée vraiment de l'inflation partout dans le monde. Et comme je l'ai dit, les gens sont en train de se préparer aux futurs changements climatiques qui vont venir et qui vont créer vraiment une rareté au niveau des ressources. Donc aujourd'hui, il faut que nos économies se préparent à ça. Et la seule façon de se préparer, c'est de faire comme les Asiatiques ont fait en 97-98. On se rappelle de la crise asiatique de 97-98, où ces pays-là étaient vraiment en ruine. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un nouvel état d'esprit. Un président comme Mahathir a vraiment créé quelque chose au niveau de la Malaisie qui a fait qu'aujourd'hui, la Malaisie est devenue vraiment un pays très solide. C'est quoi? Ça a dit une politique de souveraineté extraordinaire. Parce que tout le monde sait que cette crise était due aux réformes du FMI et de la Banque mondiale. Aujourd'hui, ils ont réussi à se passer du FMI, de la Banque mondiale et à se développer par eux-mêmes. Il faut qu'aujourd'hui, que cette vision de Mahathir, que les Africains vraiment prennent cette vision des Sud-Coréens, des Malaisiens. C'est quoi? C'est qu'il faut le dire, parce qu'il faut aller vers ce qui est vers une autosuffisance. Quand on est dans un monde difficile, un monde qui n'est plus sûr, quand on est dans un monde qui n'est plus sûr, où il y a des guerres commerciales partout, même en Allemagne, vraiment, il y a comment ça s'appelle, la droite qui est en train de pousser. En France, tout le monde sait qu'aujourd'hui, la France a des problèmes budgétaires extraordinaires. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, partout dans le monde, ce n'est plus sûr. Donc, il faut que nos économies apprennent vraiment à se développer par eux-mêmes et à créer des politiques de souveraineté, vraiment d'autosuffisance. C'est important. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés au terme du temps qui nous était imparti. Merci à tous les deux d'avoir pris part à ce mini-débat très important. Nous vous retrouvons dans la partie Wolof de ce débat dans un peu moins d'1 heure. Pour l'instant, il est 12h51 et c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer et à vous la présenter. El Hadj Ndiogou Diène à la rédaction en chef, à la réalisation Mam Astou Khan, à la mise en onde Abdoulaye Diop, à la production Alioune Ba et Hamadine Diaye. Retrouvez El Hadj Ndiogou Diène à 13h pour le grand journal en Wolof. Excellence.